Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bienvenue à cette émission réalisée par Julien Drolet, dit la moustache, et avec Florence Lamoureux à la recherche. Je vais vous parler de musique classique. Non, changez pas de poste. Je sais que ça fait peur au monde. Quand tu dis musique classique, les gens partent à courir en criant puis tout ça. C'est parce que je suis allé hier à la magnifique Maison symphonique à Montréal, assister au final du concours international des jeunesses musicales du Canada, section piano. Alors ça, c'est un concours international de musique qui a été mis sur pied il y a quelques années par le ministre aujourd'hui disparu, André Bourbeau. Et là, il y avait 3 finalistes au piano, des jeunes pianistes. Et ils ont joué le concerto numéro 1 de Tchaïkovski et le concerto numéro 3 de Prokofiev. Ça, là, le concerto numéro 3 de Prokofiev, là, c'est du sport extrême. Vraiment, le jeune pianiste, là, c'est une tonne de notes. Là, c'est un orage de notes. Sur tout le clavier, puis tout ça. Et de temps en temps, il s'arrêtait, s'épongeait le front, puis tout ça. C'est vraiment comme un marathon. Et je regardais ces jeunes pianistes-là. Et je me disais que c'est beau de voir des jeunes pas se contenter de passer, mais des gens qui veulent se dépasser. Des gens qui s'impliquent, des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui comptent pas leurs heures. Et je regardais ça pour être bon comme ça au piano. Faut que tu travailles en maudit. D'ailleurs, je regardais le programme du concours international des jeunesses musicales du Canada et tu vois qu'il y a beaucoup de participants et participantes qui sont asiatiques. Les Asiatiques sont très présents dans le milieu de la musique classique. Pourquoi? Parce que chez les Asiatiques, il y a le culte du dépassement de soi, il y a le culte du travail. Chez les Asiatiques, un enfant asiatique arrive à la maison avec 95% dans son bulletin, puis sa mère, elle part à pleurer parce qu'elle est déçue, parce qu'il n'y a pas 98. C'est à peu près ça, on les appelle les mères dragons, là. Il y a d'ailleurs des livres, Comment élever vos enfants comme des Asiatiques. Il y a le culte du dépassement et c'est pour ça qu'ils sont très présents dans la musique classique. Et je regardais ça et je pensais à cet excellent texte qui a été écrit par notre ami Philippe Lorange, qu'on reçoit de temps en temps à l'émission ici, qu'on reçoit de temps en temps à Cube. Philippe Lorange qui a publié un texte dans Le Devoir il y a quelques jours qui s'intitule « L'élève calme et vaillant, ce grand oublié ». Alors, je vais vous lire le début de son texte. En lisant les débats dans l'actualité au sujet de l'éducation au Québec, une constante s'impose, à savoir que la réflexion se concentre essentiellement sur les inégalités et sur le traitement des élèves en difficulté. Il dit, c'est bien sûr que c'est super important, mais cependant, l'importance que nous accordons à ces sujets jette dans l'ombre une bonne partie des élèves, tout simplement oubliés par les experts des sciences de l'éducation et autres technocrates. Nous parlons de l'élève calme et vaillant. Il dit, nous laissons traîner de l'arrière beaucoup d'élèves qui ne demandent pas mieux que de travailler et d'apprendre. Et pendant peut-être un bout de temps, on s'est bien intéressé aux champions. Lorsque j'étais jeune, il y avait à la télévision de Radio-Canada 2 émissions. Premièrement, les héros du samedi. On voyait des jeunes sportifs qui pratiquaient un sport. Puis c'était une fois par semaine. Puis c'était différentes écoles et tout ça. Et c'était des jeunes qui travaillaient fort pour être excellents, pour exceller dans leur sport. Et il y avait bien sûr Génie en herbe, où c'était des bols. Génie en herbe, là, on leur posait des questions sur n'importe quoi, la géopolitique, l'histoire, etc., la culture, puis ils arrivaient avec des réponses. Puis on mettait l'accent sur les bolés, les gens qui étaient premiers de classe. Après ça, on s'est dit, peut-être qu'on met trop l'accent sur les premiers de classe, et maintenant, on va s'intéresser aux gens qui traînent la patte. Puis c'est correct, là. Aux gens. Mais je trouve que le projecteur est beaucoup, et comme le dit Philippe Lorange dans son excellent texte que je vous suggère de lire, L'élève calme et vaillant, ce grand oublié, les projecteurs depuis quelques années sont beaucoup sur ceux qui réussissent pas, ceux qui ont de la difficulté,
ceux qui traînent la patte, ceux qui ont des problèmes, etc. Et qu'on oublie ceux qui travaillent fort. Et je regardais ça hier et je me disais, ça fait du bien de voir des gens passionnés comme ça. C'était vraiment une super soirée. C'était absolument magnifique. À l'autre bout du spectre, le leader syndical des Cols Bleus de Québec. Voici un homme qui se dépasse. Voici un homme qui est dans l'excellence. Alors, le génie, il s'est filmé sur les médias sociaux en donnant des trucs à sa gang de camarades, solidarité, pour comment se traîner les pieds. Comment travailler pas trop fort. Alors, lui, il est tout content. Lui, il est dans son vidéo, puis il dit à ses camarades de lutte, de combat, ses camarades prolétaires exploités par l'État hyper-capitaliste et néolibéral. Alors lui, il dit, quand ton boss te demande d'aller enlever quelque chose, quand ton boss te demande d'aller enlever quelque chose devant le 28-42, puis tu te rends au 28-42, puis tu vois que devant le 28-40, il y a quelque chose qui traîne. Ramasse pas la patente devant le 28-40, voyons donc. Il t'a demandé le 28-42, tu vas chercher l'affaire devant le 28-42, puis là, tu t'en vas. Après ça, lui, il va te demander, « Hey, va donc au 28-40, il y a quelque chose qui... » Là, tu retournes, puis c'est comme ça, il est tout fier. C'est comme ça que tu ralentis. Julien, on a peut-être un extrait de ce champion. On écoute ça. Par inonder les ondes, ça veut dire arrêtez de prendre des décisions. T'as fini ton travail. Hey, patron, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? T'attends. OK? Actuellement, il y a beaucoup de monde qui passe en discipline parce qu'ils prennent des décisions à la place du boss. OK? Fait que c'est important. Il y a quoi? T'appelles. OK? Par quoi? Par les ondes téléphoniques. Déjà les immeubles. Ah oui, c'est ça. Il dit, prends jamais ton cellulaire. Là. Prends pas ton cellulaire pour appeler ton boss en disant, boss, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ben non, les ondes téléphoniques. Tu t'arrêtes. Là, tu sors, tu prends le téléphone. Là, j'ai passé hier de jeunes qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui sont extraordinaires au piano. On veut dire des athlètes de très haut niveau, là. Vraiment. C'était de toute beauté. À ce gars-là qui est payé, qui a une job protégée, qui perdra jamais sa job. Ça dort, là, ses trois oreilles la nuit, là, parce qu'il sait que demain, il va avoir sa job. Puis là, c'est là, ça. Moi, ce que je ne comprends pas, premièrement, le gars, il met ça sur les réseaux sociaux, ça te montre à quel point c'est un génie, là. Puis il pense que ça va rester secret, rien qu'entre nous. Alors, et deuxièmement, ce gars-là, c'est un contribuable. Ce gars-là, il vit dans une ville, puis il paye des taxes municipales pour des gens qui se pognent le cul. Il voit pas, là, le côté contribuable de son cerveau. Quand il regarde ça pendant tabarnak, il m'enlève bien de l'argent sur mon chèque de pain. Il t'enlève de l'argent à cause de morons comme toi qui se pognent le cul. Après ça, ils vont dire, c'est un stéréotype, c'est le fonctionnaire paresseux qui se pogne le cul. Ben oui. Ben, je sais pas où ils ont pris ça. Hein. Je sais pas d'où ça vient, ce cliché-là du fonctionnaire et du col bleu qui sont 6 à côté sur leur pelle pendant qu'il y en a un qui est en train de pelleter. Je sais pas d'où ça vient. Hein. Écoute, lui est en train de nourrir exactement tous les préjugés qu'on a avec raison sur certains fonctionnaires comme ça, pognés de cul. Alors, c'est vraiment absolument épouvantable, je trouve... ce qui est arrivé. Et puis, en terminant, c'est le Festival de Cannes. Et on apprend... c'est à tous les jours. Tous les jours, on apprend qu'il y a une vedette, un producteur, un réalisateur qui a pogné le cul des filles, qui les a agressées, qui les a... Là, c'était Benoît Jacquot et Jacques Doyon, qui sont deux réalisateurs de films d'auteur, des intellectuels. Là. Ils font pas du cinéma d'action, puis tout ça, avec Sylvester Stallone. Ils font des films d'auteur. Tu sais. Ils ont des thèmes importants, ils ont des grandes valeurs, ils ont des choses à dire sur les inégalités dans la société, puis tout ça. Alors que pendant ce temps-là, quand ils sont derrière la caméra, ça a l'air qu'ils auraient pogné le cul et ils auraient agressé certaines comédiennes. David Copperfield, le magicien, ça a l'air qu'il aurait drogué des filles pour coucher avec. Puis là, bien sûr, il va faire disparaître les accusations. Il va faire disparaître les accusations qui pèsent contre lui. Moi, quand tu as une grosse vedette comme David Copperfield, là, des filles veulent
bien des filles qui veulent coucher avec toi parce que t'es super connu, t'es une grande vedette. Le gars, c'est un beau bonhomme. Tu sais, non. Le gars, en plus, il faut qu'il ait drogue, puis il faut qu'il les agresse. Et là, c'est Alain Sarde. Alain Sarde, qu'on connaît le cinéma, c'est un des plus grands producteurs de films français qui a fait des films hyper importants. Alors, il y a 9 femmes qui l'accusent d'agression dans le magazine Elle France. Et ça, c'est aujourd'hui, là. Demain, ça va être qui? Ça va être quoi? Tu sais, quand on dit MeToo, là, oui, MeToo, des fois, effectivement, il y a des dérives, il y a des dérapages, puis tout ça. Mais en même temps, là, ces filles-là sont comme un peu écœurées de se faire pogner le cul par des réalisateurs, là, et qui disent, tu sais, il est temps qu'on fasse un ménage là-dedans, qu'il y a une réflexion qui s'impose. Donc, à Cannes, ça va brasser énormément là-dessus.